En 2013, une tornade a bouleversé toutes les règles. Elle a tué les meilleurs chasseurs de tempêtes de la planète. Et pendant quelques minutes, l'humanité est restée aveugle à ce qui allait arriver. Cette tornade était non seulement la plus large jamais enregistrée, mais aussi la plus imprévisible. En quelques secondes, elle a changé de direction, de vitesse et de comportement, défiant tout ce que nous savions sur ce phénomène. Elle a atteint une force si brutale que même les experts étaient impuissants. Mais le plus terrifiant n'était ni sa taille, ni sa vitesse. C'était le fait qu'il révélait, l'espace d'un instant, une vérité dérangeante. Nous ne sommes pas prêts. Le 27 mai 2013, les plaines de l'Oklahoma étaient agitées. L'air était lourd, chargé d'une électricité invisible. Pour les habitants de l'État, les tempêtes n'étaient pas une nouveauté. Ils vivaient au cœur de la Tornado Alley, où l'atmosphère a tendance à déchaîner sa fureur sans prévenir et encore moins avec compassion. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. En début d'après-midi, météorologues et chasseurs d'orage ont commencé à recevoir des signaux inquiétants. Les modèles atmosphériques prévoyaient la formation de supercellules intenses. Les conditions étaient extrêmes. Forte humidité, forte instabilité thermique et cisaillement vertical du vent suggérant une violente rotation cyclonique. En d'autres termes, le terrain idéal pour une tornade. Mais personne, absolument personne, n'imaginait ce qui allait arriver. À 18h03, le service météorologique national a confirmé la formation d'une tornade au sud-ouest d'El Reno. Initialement, elle semblait suivre un schéma familier. Elle se déplaçait lentement vers l'est, gagnant en force, comme c'est souvent le cas pour les tornades. Elle était importante, certes, mais gérable pour ceux qui avaient déjà affronté des tempêtes similaires. 30 minutes plus tard, cette analyse allait voler en éclats. La tornade s'est intensifiée, mais pas seulement en force, en largeur, en vitesse, en complexité. En quelques minutes, elle est devenue la plus large jamais enregistrée dans l'histoire. 4 kilomètres de diamètre. 4 kilomètres. De quoi engloutir une ville entière. Les vents à l'intérieur étaient estimés à plus de 470 km par heure. Une telle force ne se contente pas d'arracher des toits ou de renverser des arbres. Elle arrache le sol lui-même, transforme les voitures en projectiles mortels et transforme l'air en un tourbillon mortel. Le plus déconcertant était son comportement. Contrairement aux autres tornades, qui suivent des trajectoires plus ou moins stables, cette bête se déplaçait dans un chaos apparent. Elle changeait de direction, accélérait, s'arrêtait un instant et tournoyait. On aurait dit qu'elle était vivante et furieuse. Pendant ce temps, des dizaines d'équipes étaient sur place pour documenter le phénomène. Parmi elles, l'une d'elles s'est distinguée par sa rigueur scientifique et son humilité discrète. Twistex. Dirigé par Tim Samaras, Twistex n'était pas une équipe ordinaire. Tim n'était pas un amateur de sensations fortes. Ingénieur, inventeur et scientifique, il a consacré sa vie à comprendre le comportement des tornades afin de sauver des vies. Il était toujours accompagné de son fils, Paul, un jeune homme passionné de photographie. À leur côté se trouvait Carl Jung, météorologue et expert en dynamique atmosphérique, un compagnon infatigable sur le terrain. Leur objectif n'était pas de capturer des images spectaculaires. Ils souhaitaient placer des instruments sur la trajectoire de la tornade, recueillant des données sur la pression, l'humidité, la température et la vitesse du vent, qui aideraient à percer les secrets les plus sombres de ces tempêtes. Ce jour-là, ils étaient là pour la même raison que toujours, essayer d'anticiper l'impossible. Mais El Reno ne s'est pas laissé devancer. À 18h10, l'équipe s'est positionnée dans une zone apparemment sûre. Après avoir évalué la trajectoire et la vitesse de la tornade, elle a choisi un endroit d'où déployer ses instruments et se retirer à temps. Mais à 18h14, la tornade a fait quelque chose d'inattendu. Elle a brusquement tourné vers le sud. Cette manœuvre inattendue les a laissés coincés. La route qu'ils étaient censés emprunter se trouvait désormais directement sur la trajectoire de la tempête. La visibilité était quasi nulle. La route commençait à être encombrée par d'autres véhicules, certains poussés par la curiosité, d'autres par le désespoir. Tim, Paul et Carl ont essayé de fuir. À 18h20, leurs signaux ont disparu. Il n'y avait plus de cris, pas de drame, juste le silence. Lorsqu'ils furent retrouvés quelques heures plus tard, leur véhicule était méconnaissable. Il avait été projeté à des centaines de mètres.
déformé au point d'être méconnaissable. C'était l'une des rares fois où une tornade avait tué des chasseurs d'orage chevronnés, non pas par imprudence ni par ego, mais parce qu'ils avaient fait confiance au schéma que la tempête avait décidé de briser. La mort de l'équipe Twistex a choqué la communauté météorologique mondiale. Car si quelqu'un savait ce qu'il faisait, c'était bien eux. Et pourtant, ils ont été anéantis par une entité qui se déplaçait comme si elle savait qu'elle était étudiée. À partir de ce moment, la tornade d'El Reno a cessé d'être un simple phénomène naturel. Elle est devenue un symbole de vulnérabilité, d'humilité, de notre méconnaissance, encore aujourd'hui, de la puissance du ciel. Les récits des autres chasseurs présents ce jour-là s'accordent tous sur un point. Ils n'avaient jamais ressenti une telle peur. Nombre d'entre eux ont raconté que la tempête semblait s'enrouler sur elle-même, générant des tourbillons secondaires tournant à l'intérieur du tourbillon principal. Certains ont même évoqué la sensation d'être à l'intérieur d'une entité intelligente. Cela peut paraître exagéré, mais ceux qui se sont trouvés à quelques mètres d'une tornade de cette ampleur reviennent rarement sans une profonde cicatrice émotionnelle. La tornade d'El Reno n'a pas détruit de villes ni rasé des quartiers entiers, mais elle a tué les meilleurs, et cela a tout changé. Dès lors, les règles tacites du suivi des tempêtes furent réécrites. Ce qui était autrefois prévisible était désormais une menace vague. Ce qui avait été autrefois le domaine de scientifiques courageux devint mortel, même pour eux. 6 heures du soir marqua un seuil invisible entre le compréhensible et l'inexplicable. Ce qui avait commencé comme une veille météorologique de routine, avec des chasseurs d'orage déployés en rase campagne et des reportages réguliers des chaînes de télévision, se transforma bientôt en une succession de décisions urgentes, de manœuvres désespérées et, finalement, de silence définitif. À 18h12, la tornade d'El Reno était déjà une monstruosité visible même sur le radar Doppler. Mais les données révélaient peu de choses sur son véritable comportement. C'était une créature qui tournoyait et tournoyait sans obéir à aucun schéma connu. Son noyau était indistinct, ses bords se ramifiant comme des tentacules. Chacun de ses bras pouvait tout détruire sur son passage. À ce moment-là, plus d'une douzaine d'équipes de suivi étaient dispersées autour de la tempête. Parmi elles, le véhicule Dominator, célèbre pour son blindage conçu pour résister aux assauts de vents violents, et d'autres véhicules civils, appartenant pour la plupart à des passionnés, des photographes ou des chaînes d'information locales. Mais tandis que certains s'éloignaient, d'autres tentaient encore de se rapprocher. L'équipe Twistex était parmi eux. Ils avaient identifié un endroit où déployer leurs instruments scientifiques. Objectif: collecter des données que très peu de gens au monde pouvaient obtenir, même au prix d'une approche dangereuse de la bête. À 6h14, l'inattendu s'est produit. La tornade, qui jusque-là suivait une trajectoire nord-est, a brusquement tourné vers le sud. Cette manœuvre, inhabituelle pour des tornades de cette ampleur, a laissé tout le monde perplexe. Il ne s'agissait pas seulement d'un changement de trajectoire, mais aussi d'un changement de vitesse et de forme. Soudain, ce qui semblait être un simple vortex s'est transformé en une hydre à plusieurs têtes tourbillonnant au sein d'un vortex plus vaste. Pour ceux qui se trouvaient à proximité, le monde perdait toute cohérence. Le vent ne soufflait pas d'une seule direction. Il semblait souffler de tous les côtés. Le sol tremblait. Les nuages se tordaient sur eux-mêmes. Puis, la visibilité tomba à zéro. Le rideau de pluie qui enveloppait la tornade masquait tout. On n'entendait que le grondement des structures qui brisent le vent et le bourdonnement sourd, tel le rugissement d'une locomotive fantomatique, qui précède les tornades les plus violentes. C'est à ce moment-là que les décisions critiques ont commencé. Certains équipages ont fait demi-tour, d'autres se sont retrouvés bloqués sur des routes rurales sans issue. Sur l'Interstate 40, la circulation a été complètement paralysée. Les gens ont sauté de leurs véhicules et se sont précipités dans les champs, cherchant des fossés ou des creux pour se mettre à l'abri. Tim Samaras, son fils Paul et Carl Jung se trouvaient près d'une zone rurale à l'ouest d'El Reno. L'endroit qu'ils avaient choisi comme point de mesure n'était plus sûr. Le changement de direction les avait placés dangereusement près de la nouvelle trajectoire de la tornade. À 6h16, ils tentèrent de se replier. Ils contactèrent une autre équipe à proximité, l'informant qu'ils se dirigeaient vers le sud pour éviter le cœur du vortex. Ils savaient que le temps était compté.
Ils étaient expérimentés, habitués à réagir avec rapidité et précision. Mais cette tempête n'offrait aucune échappatoire. À 6h20, le radar a cessé de détecter le signal GPS du véhicule de Twistex. Les tentatives de contact ont échoué. Il n'y a eu aucun avertissement, aucun cri à la radio. Juste un espace vide. La nuit tomba dans un calme trompeur. La tempête, qui se dirigeait déjà vers les zones rurales, laissait derrière elle un sillage de destruction partielle. À première vue, elle ne semblait pas si dévastatrice. Elle n'a pas détruit de grandes villes, elle n'a pas fait des centaines de morts, elle n'a pas immédiatement fait la une des journaux internationaux. Mais parmi ceux qui savaient ce qui s'était passé, le sentiment était différent. L'équipe de chasseurs scientifiques la plus respectée au monde avait disparu. Et avec elle, le savoir, la passion, la vie de 3 êtres humains entièrement dévoués à la percée des mystères de l'atmosphère. Des heures se sont écoulées avant que quelqu'un ne retrouve le véhicule. Elle était complètement détruite, à plusieurs centaines de mètres de la route. Tordue, écrasée. Les portières avaient été arrachées. Le châssis était déformé au point d'être méconnaissable. Le corps de Tim a été retrouvé à proximité, toujours attaché par sa ceinture de sécurité. Paul et Carl ont été retrouvés à quelques mètres de là, ne montrant aucun signe de réaction. L'autopsie n'a révélé aucune souffrance prolongée. La violence de l'impact a été telle que tout s'est déroulé en quelques secondes. Malgré cela, le monde de la météorologie est resté paralysé. Comment était-il possible que ceux qui en savaient le plus, ceux qui étaient les mieux préparés, aient été pris au dépourvu? Quel genre de monstre naturel était cette tornade? Les experts ont commencé à analyser le comportement du phénomène avec une attention obsessionnelle. Chaque image, chaque relevé radar, chaque témoignage ont été étudiés. Sa trajectoire a été reconstituée et sa structure interne modélisée. Il a été découvert que, pendant plusieurs minutes, la tornade avait jusqu'à 4 tourbillons internes, chacun capable d'agir comme une tornade indépendante, au sein du tourbillon principal. On estime que la vitesse de déplacement de la tornade a doublé en moins d'1 minute. Cette accélération combinée au changement de direction a rendu les calculs de sécurité inopérants, même pour les plus expérimentés. Beaucoup de ceux qui ont survécu à ce jour n'ont plus jamais chassé les tempêtes. D'autres ont décidé de redoubler d'efforts, convaincus que la mort de l'équipe Twistex ne devait pas être vaine. Tim Samaras a été honoré par de nombreuses institutions scientifiques. La communauté scientifique l'a reconnu comme un pionnier, un chercheur passionné, qui n'aspirait ni à la gloire ni au spectacle. Son fils, Paul, encore jeune, a laissé un héritage d'images qui servent à la fois la science et rappellent la valeur du travail en famille, même dans les environnements les plus hostiles. Carl Jung est resté dans les mémoires pour son dévouement absolu à l'étude de l'atmosphère, sa lucidité et son esprit de camaraderie à chaque mission. Ce jour-là, El Reno n'a pas seulement détruit une voiture ou emporté 3 vies, il a brisé l'illusion que la connaissance est toujours suffisante. Il a rappelé à l'humanité qu'il existe, aujourd'hui encore, des forces qui dépassent notre compréhension et notre préparation. Et alors que les stations radars revenaient à la normale et que le ciel s'éclaircissait, une question subsistait parmi tous ceux qui avaient vécu ces minutes d'horreur. Et si la prochaine fois, ce n'était pas en plein champ? Et si cette force se déchaînait au cœur d'une ville? Lorsque la tornade d'El Reno s'est enfin dissipée, le monde a continué de tourner. Pas de couverture continue sur toutes les chaînes, pas de gros titres apocalyptiques, pas de villes réduites en ruines, pas de milliers de morts. De l'extérieur, la tragédie semblait isolée, confinée à un champ ouvert dans les plaines de l'Oklahoma. Mais parmi ceux qui comprennent le pouvoir de l'atmosphère, une question a commencé à se répéter comme un écho inconfortable. Et si ce monstre n'avait pas disparu en zone rurale? Et s'il avait poursuivi sa route vers une ville densément peuplée? Pour répondre à cette question, les scientifiques ont reconstitué non seulement ce qui s'est passé, mais aussi ce qui aurait pu se passer. Et leur conclusion n'était guère rassurante. La tornade d'El Reno, large de plus de 4 km et accompagnée de vents atteignant près de 500 km/h, se trouvait à seulement 20 km à vol d'oiseau du centre-ville d'Oklahoma City. Rien que ça, 20 km. Moins de gens se déplacent quotidiennement pour se rendre au travail ou emmener leurs enfants à l'école. Si la tornade avait conservé sa trajectoire initiale, avant son brusque virage vers le sud, elle aurait directement touché la partie ouest de la ville,
Une zone qui comprend des hôpitaux, des écoles, des usines, des centres commerciaux et plusieurs quartiers résidentiels. Des modèles informatiques développés après l'événement ont simulé ce scénario. L'image était dévastatrice. Les banlieues auraient été les premières touchées. Maisons arrachées de leurs fondations, véhicules projetés à des centaines de mètres, arbres transformés en lances. Ceux qui ne s'étaient pas abrités dans des sous-sols ou des structures renforcées n'auraient eu aucune chance. Quelques minutes plus tard, la tornade aurait frappé des hôpitaux de l'ouest du pays. Bien que de nombreux centres médicaux soient conçus pour résister aux tempêtes, aucun n'est préparé à un phénomène d'une telle ampleur. Des vitres auraient été brisées, des salles d'urgence se seraient effondrées. Des civières, du matériel médical et des patients gravement malades ont été exposés à une tempête qui n'a été ni clémente ni sélective. À mesure que la tempête se déplaçait vers le centre urbain, la situation ne faisait qu'empirer. L'un des aspects les plus alarmants de ce scénario hypothétique était l'analyse des zones industrielles. À l'ouest d'Oklahoma City se trouvent des entrepôts chimiques, des centrales électriques et des raffineries de pétrole. La possibilité que la tornade provoque des incendies, des explosions en chaîne ou libère des substances toxiques n'est pas exagérée. Il s'agit d'un risque réel et mesuré. Un tel événement aurait transformé une tragédie météorologique en une catastrophe à plusieurs niveaux, environnemental, sanitaire, humanitaire. Mais la menace ne s'arrête pas là. Dans des conditions atmosphériques similaires, une tornade comme celle d'El Reno pourrait ne pas être un événement isolé. Les supercellules, les formations orageuses qui donnent naissance à ces tornades, peuvent générer plusieurs tourbillons simultanément. Autrement dit, lorsqu'une ville est frappée par une tornade, une autre peut être menacée par une deuxième, voire une troisième. Ce phénomène, connu sous le nom d'épidémie de tornades, s'est déjà produit. En avril 1974, une série de 148 tornades a balayé 13 États en seulement 24 heures. En 2011, une autre vague a fait plus de 300 morts dans le sud des États-Unis. La différence ? Aucun d'entre eux n'a connu une tornade comme celle d'El Reno, aussi puissante, aussi rapide, aussi imprévisible. Maintenant, imaginez que ce scénario se multiplie. La ville attaquée. Les systèmes d'alerte sont surchargés. Les lignes téléphoniques sont saturées. Les autorités tentent d'évacuer des zones entières en quelques minutes seulement. Le chaos ne viendrait pas seulement de la destruction immédiate, mais aussi de la paralysie des services de base. Électricité, eau potable, transport, hôpitaux. À cela s'ajoute la réalité des infrastructures. De nombreuses villes aux États-Unis et dans le monde manquent d'abris adéquats pour tous leurs habitants. Dans les pays dont le climat est moins bien préparé aux tornades, comme le Brésil, l'Allemagne ou même certaines régions de l'Inde, une tornade de cette ampleur serait tout simplement catastrophique. Dans de nombreuses villes d'Amérique latine, par exemple, la grande majorité des maisons sont construites avec des matériaux légers, sans fondation profonde, ni protection contre les vents violents. Une tornade comme celle d'El Reno dans un tel environnement ferait des dizaines de milliers de morts. Pire encore, les systèmes d'alerte précoce ne fonctionnent pas toujours, voire n'existent pas. Les experts avertissent qu'avec le changement climatique, les conditions météorologiques deviennent plus erratiques. Ce qui était autrefois improbable est désormais possible. Et ce qui était autrefois possible est désormais probable. Ce n'est pas une question d'alarmisme, c'est une question de préparation. La question n'est plus de savoir si une autre tornade comme El Reno se produira. La vraie question est de savoir quand et où. Un tel phénomène n'a pas de nationalité. Il peut certes se former au-dessus des plaines des États-Unis, mais il peut aussi se produire dans le sud de l'Allemagne, où des supercellules sans précédent ont été enregistrées ces dernières années, ou dans les vastes plaines du Mato Grosso au Brésil, ou encore dans les régions du nord de l'Inde, où des millions de personnes vivent dans des structures vulnérables, exposées au ciel sans protection. Et le plus déconcertant dans tout cela, c'est que nous ne savons toujours pas comment l'arrêter. Aucune technologie n'est capable de dissiper une supercellule. Aucune machine ne peut arrêter une tornade de 4 km de large avec des vents plus rapides qu'un train à grande vitesse. La seule véritable défense est l'anticipation, la préparation, la conscience collective. Car si un tel phénomène se produit dans une grande ville, il n'y aura pas assez d'ambulances,
Il n'y aura pas assez d'hôpitaux, il n'y aura pas assez de temps. Nous compterons à nouveau les morts. Nous chercherons à nouveau les disparus sous les décombres. Et puis nous nous demanderons pourquoi nous n'avons pas agi plus tôt. La tornade d'El Reno nous a donné un avertissement sans équivoque. Ce n'était pas la fin du monde, mais elle a exposé le scénario de la catastrophe, étape par étape. Il nous a appris ce qui se passe lorsque le hasard atmosphérique décide d'écrire sa propre histoire contre nos villes, nos règles et nos certitudes. Apprendrons-nous notre leçon avant que cela ne se reproduise? La tornade d'El Reno a marqué à jamais l'histoire de la météorologie, non seulement par ses ravages et sa tragédie humaine, mais aussi par les enseignements scientifiques tirés de cette journée fatidique. De cette expérience est né un processus de réflexion profonde qui a changé à jamais la façon dont l'humanité observe, interprète et réagit aux forces les plus extrêmes de la nature. Avant El Reno en 2013, les systèmes d'alerte précoce aux tornades étaient déjà très sophistiqués aux États-Unis. Grâce à des décennies de développement technologique, des radars Doppler étaient disponibles, capables de détecter la rotation des tempêtes avec une grande précision, et les centres de surveillance émettaient des alertes en quelques minutes, sauvant ainsi des milliers de vies chaque année. Cependant, l'ampleur et la vitesse de formation et de déplacement de cette tornade ont révélé d'importantes limites. L'une des avancées les plus significatives résultant des analyses scientifiques ultérieures a été l'amélioration des réseaux de radars mobiles, appelés Doppler sur roue. Ces unités sont déployées directement au sol, s'approchant de la tempête pour capturer des données en temps réel avec une résolution impossible à obtenir depuis des stations fixes. À El Reno, ces technologies ont été cruciales pour comprendre la structure interne de la tornade, même si elles n'ont malheureusement pas pu sauver l'équipe Twistex. Aujourd'hui, grâce aux données recueillies ce jour-là et lors d'autres événements extrêmes, les modèles atmosphériques informatiques sont plus précis. Des algorithmes ont été intégrés pour détecter les changements brusques de direction et de vitesse des tornades, et des systèmes d'intelligence artificielle sont en cours de développement. Ils peuvent émettre en temps réel des alertes plus rapides et plus précises pour des zones restreintes. L'objectif est clair, donner aux populations plus de temps pour se mettre à l'abri et réduire la marge d'erreur des prévisions. Mais la science ne se concentre pas uniquement sur la détection des tornades. Elle cherche également à comprendre comment et pourquoi des tornades de plus en plus grosses et violentes se forment. Le phénomène connu sous le nom de changement climatique a modifié de nombreuses variables atmosphériques. La hausse des températures mondiales modifie l'humidité, la stabilité atmosphérique et les régimes de vent, éléments essentiels à la formation de supercellules. Certaines études récentes suggèrent que ces conditions pourraient entraîner une augmentation de la fréquence et de la gravité des tornades extrêmes, bien qu'il n'existe pas encore de consensus absolu. Il est clair que des tornades comme celle d'El Reno, avec des vitesses approchant les 500 km/h et des diamètres de plusieurs kilomètres, pourraient cesser d'être des événements isolés. La communauté scientifique a même émis l'hypothèse d'une EF6, une classification hypothétique des tornades dont la vitesse du vent dépasse 480 km/h, dépassant ainsi le maximum actuel de l'échelle EF5. Bien que cette classification n'ait pas encore été officiellement reconnue, le débat reflète les inquiétudes concernant des tornades qui pourraient être encore plus destructrices que le monstre d'El Reno. Face à cette éventualité, la question cruciale est de savoir si nous sommes prêts. La réponse est complexe. Aux États-Unis, pays le plus expérimenté en matière de tornades, les systèmes d'urgence, les campagnes de sensibilisation et les infrastructures d'hébergement se sont considérablement améliorées ces dernières années. Cependant, la rapidité avec laquelle des phénomènes comme la tornade d'El Reno peuvent changer de direction ou prendre de l'ampleur pose des défis constants. Les autorités ont investi dans des campagnes de sensibilisation, soulignant l'importance d'avoir des plans d'évacuation, de se réfugier chez soi, à l'école ou dans les lieux publics, et de ne pas sous-estimer les alertes, même si la tempête semble lointaine ou de faible intensité. La culture des intempéries a évolué, mais il reste encore beaucoup à faire pour éviter tout relâchement. Dans d'autres pays au climat vulnérable ou connaissant des tornades plus fréquentes, les défis sont plus importants. Le manque d'infrastructures, de technologies et de systèmes d'alerte fiables rend la population plus vulnérable.
Par conséquent, la coopération internationale en météorologie, l'échange d'informations et le transfert de technologies sont essentiels pour réduire les impacts futurs. Par ailleurs, la communauté scientifique explore de nouveaux outils pour améliorer la résilience. Parmi ceux-ci figurent des systèmes de capteurs déployés en ville pour mesurer les variables météorologiques en temps réel, des drones équipés de caméras thermiques et de capteurs pour surveiller les tempêtes, ainsi que des modèles prédictifs prenant en compte les variables socio-économiques pour prioriser les ressources d'urgence. La technologie seule ne suffit pas. La préparation sociale est essentielle. Dans les zones à risque, il est essentiel d'informer la population sur les comportements à adopter, les abris et les mesures à prendre après une catastrophe pour sauver des vies. Des programmes scolaires, des campagnes communautaires et des exercices réguliers font partie de cette stratégie. À long terme, l'urbanisme doit également s'adapter. Construire des logements avec des matériaux résilients, concevoir des abris accessibles et développer des infrastructures minimisant les dégâts peut faire la différence entre une tornade catastrophique et une tornade qui se résorbe avec des pertes mineures. Mais au-delà de la science et de la technologie, la tragédie d'El Reno nous rappelle quelque chose d'essentiel. La nature est une force qui, même si nous la comprenons mieux, restera imprévisible. Notre respect pour elle doit être permanent et notre humilité constante. L'humanité est confrontée à un avenir où les événements extrêmes pourraient devenir plus fréquents et plus violents. La question n'est pas de savoir s'ils se produiront, mais quand et comment y réagirons-nous. La tornade d'El Reno nous a révélé le côté le plus cruel et le plus surprenant de la nature. Mais elle nous a aussi offert une occasion unique, apprendre, innover et mieux nous préparer. Parce que le véritable progrès ne réside pas seulement dans la science, mais dans la manière dont nous utilisons ces connaissances pour nous protéger et prendre soin les uns des autres. C'est le message que la tempête a laissé parmi les ruines. Lorsque la tempête s'est enfin calmée et que le ciel a retrouvé son calme habituel, un silence chargé de sens est resté. Ce n'était pas seulement le silence qui régnait après la tempête, mais le poids de ce que nous avions vécu, de ce que nous avions appris et de ce qui restait à accomplir. La tornade d'El Reno n'était pas la fin du monde, mais elle nous a brutalement rappelé à quel point nous sommes proches d'être submergés par la nature si nous sous-estimons sa puissance. Dans ce contexte marqué par la dévastation et la perte de 3 vies précieuses, une flamme d'espoir s'est allumée. La science, la volonté humaine et la conscience collective peuvent s'unir pour relever les défis les plus colossaux. Tim Samaras, Paul Samaras et Carl Jung ont laissé un héritage indélébile. Leur dévouement, leur passion et leur sacrifice inspirent les scientifiques, les météorologues et les citoyens ordinaires à ne jamais abandonner, à poursuivre leur quête de réponses et à bâtir un avenir plus sûr. Aujourd'hui, chaque alerte précoce, chaque exercice dans une école ou une communauté, chaque avancée technologique dans la compréhension de la météo porte l'empreinte invisible de ces héros. Car au-delà de la tragédie, l'histoire d'El Reno témoigne de résilience, d'apprentissage et d'engagement. Elle nous invite à regarder le ciel avec respect et non avec peur, à valoriser la préparation plutôt que l'ignorance, et à comprendre que nous protéger est un acte collectif, où l'information, la collaboration et la solidarité sont nos meilleurs outils. L'impact de la tornade d'El Reno s'étend au-delà des frontières de l'Oklahoma et des États-Unis. Dans un monde où le changement climatique modifie les conditions météorologiques et repousse les limites des événements extrêmes, les leçons apprises deviennent universelles. Les villes d'Europe, d'Amérique latine, d'Asie et d'Océanie sont, aujourd'hui plus que jamais, exposées à des événements auparavant improbables dans leur région. La nature nous rappelle que ces forces ne connaissent ni frontières ni nationalité. Tornades, ouragans, feux de forêt et sécheresse sont des défis mondiaux qui nécessitent des réponses planétaires. La science doit donc dépasser les laboratoires et les radars. Elle doit être partagée et traduite en politique publique, plan d'urgence et éducation pour tous. Dans de nombreuses communautés vulnérables, où l'accès aux technologies ou aux systèmes d'alerte est limité, le risque est multiplié. Les récits de tragédies qui auraient pu être évités grâce à une information ou une préparation suffisante sont nombreux. Par conséquent,
La responsabilité de la communauté scientifique et des gouvernements est également sociale et éthique. Mais la préparation n'est pas seulement une question de technologie ou d'infrastructure, c'est fondamentalement une question humaine. Il s'agit de cultiver une culture de la prévention qui nous incite à valoriser le temps, à tenir compte des avertissements et à agir rapidement. Chaque seconde peut faire la différence entre la vie et la mort. Les témoignages de survivants de tornades extrêmes confirment souvent que ce qui leur a sauvé la vie n'était pas seulement la force physique, mais aussi la capacité d'anticiper, de se fier aux avertissements et de réagir calmement. Et ce calme ne s'acquiert que par l'éducation et l'expérience. Il est donc essentiel que nous comprenions tous que la nature est imprévisible et que notre meilleure défense est d'être toujours préparés. Des tragédies comme El Reno peuvent transformer notre vision du monde, non seulement comme un lieu de vie, mais aussi comme un système vivant méritant respect et attention. À la mémoire de ceux qui ont tout donné pour traverser la tempête et de tous ceux qui en ont subi les conséquences, l'appel est clair. La préparation est un acte d'amour et non de peur. C'est un acte de respect envers nous-mêmes et ceux que nous aimons. Chaque communauté doit disposer de plans clairs, accessibles et régulièrement mis en pratique. Les autorités doivent veiller à ce que les systèmes d'alerte fonctionnent sans interruption et que l'information parvienne à tous, même aux plus vulnérables. Et chacun doit s'engager à apprendre, à enseigner et à agir. La tornade d'El Reno nous a révélé une vérité dérangeante. Nous ne pouvons pas contrôler la nature, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Nous pouvons l'affronter avec déni et mépris, ou avec humilité et sagesse. C'est dans ce choix que réside notre espoir. Car il ne s'agit pas seulement de survivre à la tempête, mais d'apprendre à vivre avec. Il s'agit de construire des villes plus sûres, de concevoir des systèmes réactifs et d'élever des générations qui ne sous-estiment ni la puissance du vent, ni la force de la terre. Le chemin n'est ni facile ni garanti, mais c'est le seul que nous ayons. La science, la technologie, la coopération et la sensibilisation sont les outils qui nous permettront d'avancer, mais seulement si nous les utilisons avec engagement et responsabilité. Ainsi, lorsque le vent grondera à nouveau et que les nuages s'assombriront, nous ne serons ni aveugles ni désarmés. Notre histoire, nos connaissances et notre préparation nous donneront la force d'affronter l'inattendu. La tornade d'El Reno n'était pas la fin. C'était un avertissement et un appel. Un appel à la vigilance, à ne pas baisser la garde et à cheminer ensemble vers un avenir où le respect de la nature et la solidarité entre les peuples constituent une véritable protection. Et vous, qui écoutez cette histoire, avez un rôle à jouer. Vous pouvez contribuer au changement, à la prévention et à l'entraide. Car le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination de la nature, mais dans le fait de vivre avec elle en harmonie et dans le respect. Si cette histoire vous a touché, nous vous invitons à la partager. Abonnez-vous pour continuer à en apprendre davantage sur la science, les phénomènes naturels et comment s'y préparer. Rejoignez la chaîne de prévention qui peut sauver des vies. La tornade d'El Reno nous a lancé un avertissement clair. Le choix est entre nos mains. Allons-nous l'ignorer ou l'écouter? Pour en savoir plus sur les tornades extrêmes, la science et comment se préparer aux phénomènes naturels, abonnez-vous à notre chaîne. Ne manquez aucune vidéo et rejoignez cette communauté qui apprend et se protège. Sonnez la cloche et restez vigilants.